Partie 1. Une famille presque parfaite. C'était un dimanche d'été chaud, lumineux, rempli de promesses. Le genre de journée où le ciel semble bénir chaque souffle de vent, chaque rire d'enfant, chaque geste d'amour. Les Diouf prenaient enfin un moment pour eux. Un pique-nique au bord du lac de Guillet, loin du bruit de la ville, loin des devoirs, du stress du quotidien. Mamadou, le père, conduisait leur vieille voiture bleue. Pas très rapide, pas très neuve, mais fiable. Il avait mis sa chemise préférée, celle que Hawa lui avait offerte pour leurs 10 ans de mariage. Ses yeux restaient fixés sur la route, mais un léger sourire ne quittait pas ses lèvres. Ce sourire rare qu'il ne réservait qu'aux jours heureux, Hawa, sa femme, était à sa droite, le visage tourné vers la fenêtre entr'ouverte. Le vent faisait danser le foulard rouge qu'elle portait sur ses cheveux tressés. Elle chantonnait doucement. Birimamonixnala, une vieille chanson de Youssou N'Dour, pleine de tendresse et de souvenirs. Elle tournait parfois la tête vers Mamadou, lui lançant un regard complice. Il répondait par un petit hochement de tête, sans parler. À l'arrière, c'était la fête. Yacine, 9 ans, intelligente, vive, un brin moqueuse, posait des devinettes à son petit frère. Qu'est-ce qui est jaune, rond, et qui pique quand tu le manges trop vite? Une mangue, répondait Amadou, 6 ans, en éclatant de rire, fier de lui. Les deux enfants se chamaillaient à moitié, puis se réconciliaient en partageant des morceaux de pain, encore chauds, enveloppés dans une serviette blanche. L'odeur du mafé, soigneusement préparé par Hawa, embaumait l'intérieur de la voiture. Il y avait aussi des jus de bissap, des pastèques coupées en tranches et des mangues trop mûres qui collaient déjà un peu aux doigts. C'était une bulle de bonheur, un instant suspendu, une photo parfaite, mais vivante. Et pourtant, personne ne savait. Personne ne pouvait deviner que ce jour-là serait le dernier d'un monde qu'ils croyaient éternel. Que tout ce qu'ils étaient en train de vivre, ce bonheur simple, ces rires, ces regards, allaient devenir un souvenir figé, précieusement douloureux. Le ciel était bleu, la route semblait tranquille, mais parfois, la vie prépare ses tempêtes sous un soleil éclatant. Si tu as ressenti quelque chose, laisse un en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette histoire bouleversante. Et partage si tu crois que chaque famille mérite d'être racontée. La route nationale N2 s'étendait devant eux comme un ruban tiède, bordé de baobabs silencieux. Le soleil d'après-midi filtrait à travers les feuillages, projetant des ombres en mouvement sur le bitume. Mamadou gardait une main ferme sur le volant, l'autre posée sur le levier de vitesse. Il avait toujours eu peur des virages trop serrés. Il ralentissait, toujours, par précaution, par instinct. Dans la voiture, le calme régnait. Yacine s'était endormi contre la portière, son petit visage collé au carreau tiède. Amadou, lui, chantait à mi-voix une chanson inventée à base de fruits, d'animaux et de bêtises. Hawa, les yeux fermés, savourait la paix. Une paix rare, une paix fragile. Elle pensa, c'est ça le bonheur. Rien d'extraordinaire, juste ça. Mais à 45 kilomètres de leur destination, tout bascula. Le virage était serré. La signalisation était usée, presque invisible. La végétation l'avait grignoté. Personne ne voyait vraiment ce qui venait de l'autre côté. Personne ne se méfiait. Puis le grondement. Un son lointain d'abord, puis plus fort, puis brutal. Un camion immense, chargé à bloc. Il roulait trop vite, dévoré par la fatigue de son conducteur. Ses roues mordirent la ligne blanche. Puis la dépassèrent. Le chauffeur s'était assoupi une demi-seconde. Une seule. Mais une seconde suffit parfois à briser une vie. Mamadou le vit le premier. Son cœur bondit dans sa poitrine. Il freina violemment, criant « Ya Allah !» Hawa se redressa d'un coup. Elle vit la carcasse métallique foncer droit sur eux. Elle hurla « Les enfants !» Puis, le choc. Pas un crissement, pas une chance. Les jours s'étaient enchaînés. Lents, monotones, lords. Chaque matin, Hawa se faisait transférer dans son fauteuil. Elle préparait elle-même les affaires de Yacine. Un cahier de dessin, quelques crayons, une poupée abîmée qu'Amadou lui avait offerte. Yacine ne parlait toujours pas, mais elle dessinait plus. Des ciels, des étoiles, des maisons sans toit, et parfois un petit garçon avec un ballon. Toujours le même, toujours de dos. Hawa gardait chaque dessin, comme une preuve que quelque chose vivait encore en elle. Ce matin-là, c'est l'infirmière Fatou qui entra en premier dans la chambre. Elle s'approcha du lit de Yacine pour la réveiller doucement. Mais en soulevant l'oreiller pour remettre le drap, elle trouva une feuille pliée en 4, cachée là presque timidement. Fatou hésita. Puis elle l'apporta à Hawa, dans la pièce d'à côté. «
Madame Diouf, je crois que c'est pour vous. C'est de Yacine. Les mains d'Awa tremblaient. Elle déplia lentement la feuille. Une écriture d'enfant, tremblante, hésitante, mais claire. Papa dort. Amadou est au ciel. Maman pleure. Moi aussi. Mais je vais redevenir forte. Pour toi, papa. Yacine. Awa sentit son cœur se fissurer d'un autre genre de douleur. Pas celle du deuil, celle de l'espoir qui revient. Elle porta la lettre à sa poitrine. Les larmes coulèrent. Mais ce n'étaient pas les mêmes que d'habitude. Elles n'étaient pas noires. Elles étaient claires, douces, brûlantes d'émotion. Pour la première fois depuis l'accident, elle pleura de lumière. Ce soir-là, Awa s'approcha du lit de sa fille et murmura « Merci, ma fille. Merci d'être restée. Tu viens de faire revenir une partie de moi que je croyais morte. » Yacine ne répondit pas. Mais elle ouvrit les yeux. Et dans ce regard, Awa vit une chose qu'elle n'avait plus vue depuis des mois. Une flamme. Le lendemain, elle apporta la lettre à l'hôpital. Elle la lut à voix haute, assise à côté de Mamadou. « Tu entends ça? Notre fille est toujours là. Elle t'attend, toi aussi. Ne me laisse pas porter tout ça seul. Reviens, Mamadou. On a encore une famille à reconstruire. » Le bip du moniteur continuait. Régulier, stable. Mais Awa était convaincu de quelque chose. Il l'avait entendu. À cet instant, dans cette chambre d'hôpital blanche, où la vie s'était arrêtée depuis trop longtemps, un souffle chaud passa entre les rideaux entr'ouverts. Et pour la première fois depuis longtemps, Awa espéra. Commente si ce chapitre t'a touché. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette renaissance fragile. Partage cette lettre, parce que parfois, les enfants sauvent les adultes. Les jours suivants furent flous. Des allers-retours d'infirmières, des médicaments, des visites silencieuses, des fleurs fanées sur une table de chevet. Mais Awa, elle, ne vivait plus vraiment. Elle flottait entre deux mondes, celui qu'elle avait perdu et celui qu'on lui imposait désormais. Le corps d'Amadou fut enterré sans elle. Elle n'avait pas pu se lever ni marcher, ni même porter le dernier regard sur le petit cercueil blanc. C'est son frère Idrissa qui prononça les mots à sa place. Des mots tremblants, des mots inutiles. L'enquête fut rapide, presque trop. Le chauffeur du camion Oumar, 26 ans, originaire de Tambacounda, avait reconnu les faits. Il avait roulé 2 jours sans dormir pour respecter une livraison à Dakar. Pression de l'employeur. Peu de pause. Café noir à la chaîne. Puis, au virage, une seule seconde. Une seule. Et tout avait basculé. La gendarmerie conclut à une erreur humaine aggravée par la fatigue. Pas d'alcool. Pas de drogue. Pas de téléphone. Juste l'épuisement. Le jour de l'audience, la salle était pleine. Les visages fermés. Les caméras discrètes. Awa, en fauteuil roulant, fut installée au premier rang. Son corps fragile. Son visage creusé. Ses mains serrées sur les accoudoirs, comme si elle s'accrochait à quelque chose de vivant. Omar entre, jeune, maigre, le regard vide. Il pleura dès qu'il vit Awa, des larmes vraies, gênantes. Pas celles d'un criminel, celles d'un garçon qui n'a jamais voulu tuer. Il prit la parole d'une voix tremblante. « Je voulais juste livrer à temps. Je ne voulais pas. Je suis désolé. Je dors plus depuis. Je vois son visage. Je le revois chaque nuit. » Un silence glaçant envahit la salle. Même Awa, à ce moment-là, sentit quelque chose se fissurer dans sa haine. Mais cela n'effaçait pas la tombe d'Amadou, ni les silences de Yacine, qui n'avait toujours pas prononcé un seul mot depuis l'accident. Yacine avait changé. Elle ne souriait plus. Ses yeux semblaient flotter dans un autre monde. Celui où elle tenait encore la main de son petit frère, quelques secondes avant l'impact. Elle passait des heures à dessiner en noir et blanc. Des arbres fendus, des routes vides, des cœurs sans visage. Awa essayait de lui parler, de l'atteindre, mais sa fille était présente, sans jamais être là. Le juge prononça une peine de 4 ans de prison ferme. Aucun soulagement. Juste une ligne de plus dans un dossier. Après le verdict, Awa roula lentement son fauteuil hors du tribunal. Une journaliste s'approcha d'elle avec un micro. « Madame Diouf, que ressentez-vous » Elle la regarda longtemps, puis répondit simplement. « Je ressens l'absence. » Et ça, aucune peine ne l'efface. Ce soir-là, dans sa chambre, elle regarda une photo d'Amadou. Son sourire, ses yeux qui riaient toujours. Elle murmura. « Pardon, mon fils, je n'ai pas pu être là pour toi. Mais je jure de rester debout. Pour toi, pour Yacine, pour ce qu'il reste de nous. » Et pour la première fois, elle sentit non pas la fin, mais le début du combat. Si ce chapitre t'a serré le cœur, commente avec moi pour la mémoire d'Amadou.
Abonne-toi pour suivre la force d'une mère qui refuse de sombrer. Partage cette histoire, parce que derrière chaque accident, il y a des visages, des familles, des silences. Le fauteuil roulant devint le nouveau corps d'Awa, un corps froid, rigide, qu'elle n'avait pas choisi. Elle mit des semaines à comprendre que ses jambes ne répondraient plus, qu'aucune prière, aucune larme, aucun cri ne les ramènerait. Elle réapprit à vivre dans un monde devenu plus haut, plus lent, plus dur. Se lever, une mission. Se laver, un défi. Mais le plus difficile n'était pas le corps, c'était le vide. Yacine, sa fille, respirait. Elle ouvrait les yeux chaque matin, mais elle ne parlait pas, ne souriait pas. Ses gestes étaient mécaniques. Elle dessinait parfois pendant des heures, des visages sans bouche, des routes fracturées, des camions noirs. Un jour, Awa lui prit la main. Ses doigts étaient tièdes, petits, fragiles. Elle murmura. « Tu as le droit de pleurer, ma fille. Tu as le droit d'avoir mal, mais ne pars pas toi aussi. Je t'en supplie. » Yacine la regarda un instant, longuement. Puis elle détourna les yeux en silence. Awa comprit que les mots ne suffiraient pas, que cette guerre-là, c'était une guerre intérieure, une guerre sans bruit. Chaque après-midi, Awa demandait qu'on l'emmène à l'hôpital. Elle refusait de rater un seul jour. Mamadou était toujours là, allongé, silencieux, entouré de tuyaux. Prisonnier de ses propres pensées, elle posait sa main sur la sienne. Elle lui racontait leur vie, leur maison, les plats qu'elle ne cuisinait plus. Elle lui parlait de Yacine, de sa tristesse, de ses silences. « Réveille-toi. Je suis fatigué, mais je t'attends. Yacine t'attend. Tu nous dois ça, Mamadou. Tu m'entends? Tu nous dois de revenir. » Mais le moniteur répondait toujours de la même façon. Bip, lent, régulier, cruel, le son de la vie qui reste, mais qui ne revient pas. Une nuit, seule dans sa chambre, Awa éclata. Elle jeta une lampe contre le mur, hurla dans l'oreiller pour ne pas réveiller Yacine. « Pourquoi moi? Pourquoi nous? On ne faisait de mal à personne. » Puis elle s'écroula, et au sol elle répéta encore et encore. « Ah, tiens bon. Awa, tiens bon. Pour Yacine, pour Mamadou, pour Amadou. » Car malgré tout, malgré la douleur, elle refusait d'abandonner. C'est ce soir-là qu'elle fit une promesse, en silence, devant le portrait de leur famille, déchiré et recollé avec du scotch. « Je ne marcherai peut-être plus, mais je vais me relever autrement. Même invisible, je me battrai, jusqu'à ce que le silence cède. » Et ainsi, dans la solitude la plus absolue, Awa entra dans son combat de l'invisible. Un combat que personne ne célèbre, mais qui sauve des vies, une respiration après l'autre. Si tu lis ceci, écris en commentaire pour Awa. Abonne-toi pour suivre le combat. 3 mois s'étaient écoulés depuis la lettre de Yacine. 3 mois de lutte, de patience, de minuscules progrès. Awa allait mieux. Pas physiquement? Non. Elle ne remarcherait jamais. Mais son regard s'était éclairci. Elle souriait à nouveau. Un peu. Pour Yacine. Pour Mamadou, surtout. Toujours plongée dans son sommeil fragile, entre deux mondes. Chaque jour, elle venait s'asseoir à côté de lui lisait des histoires, lui faisait écouter les chansons qu'il aimait, surtout Birima, celle qu'Awa chantonnait juste avant l'accident. Et chaque soir, elle lui répétait doucement, comme une promesse qu'elle ne romprait jamais. « Réveille-toi, Mamadou, reviens, tu n'as pas le droit de partir. » Et puis, ce matin-là, tout changea. C'était un mardi. Il faisait clair. Awa était déjà installée, comme d'habitude, près du lit de Mamadou. Yacine, elle, dessinait à la fenêtre. Quand soudain, un murmure, faible, à peine audible. « Ah, Awa !» Awa crut d'abord qu'elle l'avait rêvé, mais le moniteur cardiaque accéléra légèrement. Elle se pencha, et cette fois, elle l'entendit clairement. « Amadou, où est Amadou ?» Le monde s'arrêta. Ses mains tremblèrent. Ses yeux se remplirent de larmes. Mamadou était réveillé. Elle appuya sur le bouton d'appel. Des infirmiers accoururent. Mais elle ne bougeait pas. Elle lui tenait la main. Et dans cette main chaude, elle sentait déjà la question. « Pourquoi suis-je encore là ?»« Et pas lui ?» Awa ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux, incapable de mentir. Puis, dans un souffle brisé, « Il est parti, Mamadou. » « Notre petit garçon ?» Le cœur de Mamadou se serra dans le silence. Il ferma les yeux. 2 larmes glissèrent sur ses tempes. Et ce fut lui, cette fois, qui se tut. Mais quelque chose bougea. Yacine s'était approché. Elle posa sa petite main sur celle de son père. Il tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent, lentement, doucement. Et là, dans un murmure si pur qu'il sembla couper le temps, Yacine parla. Pour la première fois depuis des mois.
Sa voix était fragile comme un fil qu'on tire du silence. « Il est là, papa, dans nos cœurs !» Mamadou l'écouta. Son visage se déforma sous la douleur, mais il hocha la tête. Il ouvrit les bras, et Yacine se pencha doucement pour se blottir contre lui. Un père, une fille, une plaie invisible entre eux, mais un lien plus fort que la mort. Hawa, les regardant, comprit quelque chose. Ce n'était pas la fin de leur douleur, mais c'était le début d'un retour, le début d'un nous possible. Même amputé, même brisé. Ce jour-là, dans cette chambre d'hôpital, le silence recula. Pas entièrement, mais assez pour qu'ils puissent commencer à respirer ensemble. Écris, si tu as ressenti ce moment comme un souffle. Abonne-toi pour suivre cette résilience qui guérit sans oublier. Partage ce chapitre, car parfois, les silences les plus lourds cachent les plus grandes forces. Après des mois d'agonie et d'attente, la ville de Dakar devint pour eux un souvenir trop lourd, trop envahissant. Chaque coin de rue rappelait une image, un cri, un visage. Alors, ils quittèrent tout. Ils partirent pour un petit village côtier, où le vent salé venait caresser les maisons en pisé, où les vagues chantaient des berceuses, où le temps semblait plus doux. Mamadou, marqué par son coma et les séquelles de l'accident, ne pouvait plus marcher comme avant. Mais il avait retrouvé ses mains fortes, habiles, précises. Il ouvrit un atelier de menuiserie, fabriquant des meubles simples, des jouets en bois, des tabourets que les enfants du village venaient essayer. Ce travail, lent et patient, lui redonnait une raison d'être. Chaque copeau de bois qui tombait était une victoire sur le passé. Hawa, elle, trouva refuge dans l'écriture. Elle se mit à écrire des histoires pour enfants, des contes remplis de courage et de lumière, des récits où les héros n'étaient jamais seuls, où la tristesse faisait place à la force. Elle envoyait ses manuscrits à des éditeurs, parfois recevant des refus, parfois des encouragements. Mais pour elle, c'était plus qu'un projet, c'était une thérapie. Une façon de raconter ce qu'elle n'arrivait pas à dire autrement. Yacine reprit l'école. Au début, c'était difficile. Les regards, les questions, le poids du silence qu'elle traînait. Mais peu à peu, elle s'ouvrit. Elle trouva des amis. Elle excella dans ses études, devint la meilleure de sa classe. Un rayon de lumière dans cette famille fragilisée. Et chaque année, le 12 juillet, un rituel s'installait. Cette date marquait l'anniversaire de l'accident. Un jour où la douleur était à la fois vive et apaisée. Ils allaient ensemble au bord du village, sous un petit arbre qu'ils avaient planté peu après leur arrivée. Un manguier robuste, généreux. Ils déposaient une mangue mûre au pied du tronc, en hommage à Amadou. Un geste simple. Un hommage silencieux, mais lourd de sens. Hawa tenait la main de Mamadou. Yacine regardait le fruit posé sur la terre humide. Et ensemble, ils murmuraient « Pour toi, Amadou, toujours !» Cette reconstruction n'était pas un retour à la vie d'avant. C'était une nouvelle vie. Plus fragile peut-être, mais aussi plus vraie. Une vie où chaque pas, chaque mot, chaque sourire comptait. Une vie bâtie sur des cendres, mais tournée vers la lumière. Commente, si tu crois en la force des racines familiales. Abonne-toi pour suivre cette histoire de renaissance et de courage. Partage cette histoire si tu penses que la vie peut toujours renaître, même après la pire tempête. Quelques années s'étaient écoulées depuis leur arrivée au village côtier. La vie, avec ses hauts et ses bas, s'était doucement apaisée. Mais le passé restait là, tapi dans l'ombre. Un matin, alors que le soleil venait à peine d'effleurer l'horizon, une enveloppe arriva à la petite maison. La lettre était simple, écrite à la main, presque maladroite. Elle venait d'Oumar, le chauffeur du camion. Il venait de sortir de prison, et il demandait à les rencontrer. Le poids de cette demande fit vaciller l'équilibre fragile de la famille. Hawa fut la première à prendre la lettre dans ses mains tremblantes. Elle sentit son cœur se serrer. Devait-elle ouvrir cette porte qu'elle avait soigneusement fermée? Devait-elle laisser entrer celui qui avait brisé leur vie? Mamadou, assis près de la fenêtre, resta silencieux. Son regard, habituellement calme, était perdu dans le vague. Il n'avait rien dit, rien ajouté. Puis ce fut le tour de Yacine. Sans détour, sans hésitation, elle murmura « On ne peut pas réparer ce qui est cassé, mais on peut arrêter de saigner. » Ce jour-là, ils prirent une décision qui changerait tout. Ils acceptèrent de voir Oumar. Le rendez-vous eut lieu sous l'ombre bienveillante du manguier. Le vent marin soufflait doucement. Les vagues murmuraient au loin. Oumar arriva, fatigué, marqué par la prison et le poids du remords. Il baissa les yeux en voyant Hawa, Mamadou, Yacine. Il savait que rien ne pourrait effacer ce qu'il avait fait. Les premières minutes furent lourdes de silence. Personne ne cria, personne n'accusa. Il y eut juste des larmes. Hawa, les mains crispées sur son châle, la voix tremblante, dit
Je ne sais pas si je pourrai un jour oublier, mais aujourd'hui je choisis d'écouter. Mamadou hocha la tête, lentement, la gorge nouée. Yacine, qui avait grandi dans cette douleur, s'approcha et regarda Oumar droit dans les yeux. Nous avons tous des blessures. Mais la paix ne commence que quand on cesse de se blesser soi-même. Ils parlèrent longtemps. De la fatigue, de la peur, du poids des responsabilités, de la vie qui continue, malgré tout, de la douleur qui s'apaise, doucement, comme la mer après la tempête. Quand le soleil commença à décliner, ils se levèrent tous. Awa tendit la main à Oumar. Un geste simple, fragile, plein d'espoir. Ce jour-là, personne ne gagna, mais personne ne perdit non plus. Il y eut peut-être une paix timide. Une paix que chacun devait apprivoiser, à son rythme. Un premier pas vers demain. Commente, si tu crois au pouvoir du pardon. Abonne-toi pour ne pas manquer la conclusion de cette histoire de résilience. Partage cette rencontre. Parce que pardonner, c'est aussi se libérer. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce jour, où la paix timide avait germé sous le manguier. 10 ans où la famille Diouf avait reconstruit sa vie, pas à pas, avec courage et patience. 10 ans où Yacine avait grandi, non seulement en âge, mais en force et en humanité. Après avoir excellé à l'école, Yacine avait décidé de devenir médecin urgentiste. Elle voulait sauver des vies, rendre à la vie ce qu'elle avait perdu, offrir de l'espoir à ceux qui, un jour, avaient cru que tout était fini. Chaque jour, elle parcourait cette même route nationale où leur destin s'était brisé. La route du virage fatidique, la route qui, autrefois, avait emporté son frère. Un après-midi, alors qu'elle revenait d'une intervention, elle approchait d'un virage serré, celui où tout avait basculé. Soudain, une voiture en panne, arrêtée sur le bas-côté. Le conducteur, un homme d'âge moyen, semblait perdu et désemparé. Sans hésiter, Yacine freina, descendit de son véhicule et s'approcha. Elle lui parla calmement, l'aida à redémarrer, lui offrit de l'eau et surtout, lui tendit un sourire qui disait « Tu n'es pas seul ». Ce simple geste, ce moment de solidarité humaine était un message, un cercle inversé, un virage transformé. Parce que parfois, un seul geste peut changer un destin. Parce que certaines douleurs, quand elles sont apprivoisées, deviennent des ailes. Ce jour-là, en reprenant la route, Yacine sentit au fond d'elle une paix profonde. La certitude que la vie, même après la tragédie, peut continuer, peut même s'envoler. Et au loin, sous un manguier, une famille déposait, comme chaque année, une mangue mûre. Pour Amadou, pour la vie, pour l'espoir. Commente. Si cette histoire t'a donné de l'espoir, abonne-toi pour plus d'histoires qui inspirent et guérissent. Partage cette conclusion. Parce que chaque vie brisée peut renaître. Veux-tu que je t'aide à préparer un résumé complet de cette histoire ou à créer une vidéo ou un visuel inspiré de cette saga familiale?